Dans les rues animées de Paris. Un soir d'automne pluvieux. Claire, une jeune avocate de 25 ans, se précipita sous un porche pour éviter l'averse soudaine. C'est là qu'elle la vit pour la première fois depuis des années, Émilie. Son amie d'enfance. Debout devant une vitrine. Les cheveux trempés. Un air perdu dans les yeux. Sans réfléchir. Claire l'appela. Et en un instant, elles se retrouvèrent enlacées, riant de cette coïncidence comme si le temps n'avait pas passé. Mais ce qui devait être une simple retrouvaille tourna au choc quand, plus tard ce soir-là, dans un café cosy du Marais, Émilie avoua d'une voix tremblante qu'elle avait quitté son fiancé parce qu'elle ne pouvait plus ignorer ses sentiments pour les femmes et que Claire avait toujours été au centre de ses pensées. Claire sentit son cœur s'emballer. Elle avait elle-même lutté contre des doutes similaires pendant ses années d'études, enfouissant ses attirances sous une façade d'hétérosexualité parfaite pour plaire à sa famille conservatrice. Émilie, avec ses 28 ans, semblait plus affirmée. Mais son regard trahissait une vulnérabilité profonde. Elles parlèrent toute la nuit, partageant des souvenirs d'adolescence où leur lien avait frôlé l'intime sans jamais oser le nommer. Le lendemain matin, Claire se réveilla chez Émilie, dans son petit appartement du 11e arrondissement, avec une sensation d'euphorie mêlée de terreur. Était-ce le début de quelque chose de vrai? Ou le prélude à une catastrophe? Les jours suivants furent un tourbillon. Claire, habituée à une vie structurée entre son cabinet d'avocat et ses dîners familiaux, se surprit à annuler des rendez-vous pour passer du temps avec Émilie. Cette dernière travaillait comme graphiste freelance, vivant une existence bohème qui contrastait avec la rigidité de Claire. Elles exploraient Paris ensemble, main dans la main dans les ruelles cachées, échangeant des baisers volés qui faisaient battre leur pouls. Mais déjà, les fissures apparaissaient. Émilie confia ses peurs, sa famille, originaire de la campagne normande, était profondément catholique et traditionnaliste. Son coming out risquait de la couper d'eux pour toujours. Claire, de son côté, pensa à sa mère, veuve intransigeante qui rêvait d'un mariage conventionnel pour sa fille unique. Un soir, lors d'un dîner improvisé, Émilie posa la question fatidique, et si on assumait ça publiquement? Toi et moi. Contre le monde? Claire hésita. Son travail impliquait des clients influents. Et elle craignait les jugements. Pourtant, elle accepta, emportée par l'intensité du moment. Leur première sortie officielle fut à une exposition d'art queer dans le quartier de Belleville. Là, entourées de couples similaires, elles se sentirent libres pour la première fois. Mais en rentrant, un appel de la mère de Claire brisa l'illusion. J'ai entendu des rumeurs sur toi et une amie. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Claire raccrocha. Paniquée. Et pour la première fois, elle mentit à Émilie en disant que tout allait bien. La tension monta lorsqu'Émilie insista pour rencontrer la famille de Claire. C'est important pour moi. Pour nous, dit-elle. Claire, rongée par l'angoisse, organisa un déjeuner dominical dans la maison familiale en banlieue parisienne. L'atmosphère fut glaciale dès l'arrivée. La mère de Claire, Madame Dupont, scruta Émilie avec suspicion, posant des questions anodines qui masquaient un interrogatoire. Pendant le repas, Émilie glissa sa main sous la table pour serrer celle de Claire. Un geste innocent qui n'échappa pas à l'œil vigilant de la matriarche. Plus tard, seule avec sa fille, Madame Dupont explosa.
cette fille te regarde comme si elle voulait plus qu'une amitié. Si c'est ce que je pense, tu me décevras profondément. Claire nia. Mais le mensonge lui pesa comme un fardeau. Émilie, sentant le malaise, confronta Claire ce soir-là. Pourquoi as-tu nié? As-tu honte de moi? Les mots fusèrent, révélant les premières failles dans leur relation naissante. Claire avoua ses peurs, perdre son emploi, être ostracisée par la société. Émilie, blessée, raconta son propre passé, une adolescence marquée par des moqueries à l'école. Un premier amour secret avec une camarade qui s'était soldé par un rejet violent. J'ai déjà payé le prix une fois, dit-elle. Les larmes aux yeux. Je ne veux pas le payer seule. Elles se réconcilièrent dans les bras l'une de l'autre. Mais la graine du doute était semée. Bientôt, les pressions extérieures s'intensifièrent. Au travail, Claire surprit des collègues chuchotant sur sa nouvelle amie. Un client important annula un rendez-vous, prétextant un conflit d'agenda. Mais elle soupçonna autre chose. Émilie, de son côté, reçut un appel de son frère, qui avait entendu des rumeurs via des amis communs. Papa est furieux, dit-il. Il dit que si c'est vrai, tu n'es plus la bienvenue à la maison. Émilie raccrocha. Effondrée. Et pour la première fois, elle envisagea de rompre pour protéger Claire. Pourtant, leur amour grandissait au milieu du chaos. Elles passèrent un week-end à Deauville, sur la côte normande, où elles purent être elles-mêmes loin des regards. Marchant sur la plage, main dans la main, elles parlèrent d'avenir, un appartement ensemble, peut-être un voyage en Italie. Mais même là, un incident mineur, un couple hétéro les dévisageant rappela la réalité. De retour à Paris, Claire prit une décision impulsive, elle posta une photo d'elle sur les réseaux sociaux, avec une légende ambiguë mais suggestive. Les réactions furent immédiates, likes de amis progressistes, mais aussi des messages haineux anonymes. La crise culmina quand la mère de Claire découvrit la photo. Elle débarqua chez sa fille, furieuse. Comment as-tu pu me faire ça? Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, hurla-t-elle. Claire? Pour la première fois. Tintette, maman. C'est qui je suis. Émilie me rend heureuse. Mais Madame Dupont ne l'entendit pas ainsi. Elle partit en claquant la porte, laissant Claire en larmes. Émilie, arrivée peu après, la consola. Mais au fond d'elle, elle se demanda si cela valait la peine. À la fin de cette première phase, Claire et Émilie se rapprochèrent encore plus, unies contre l'adversité. Mais les ombres du doute planaient, et les choix à venir promettaient plus de douleur. Les semaines suivantes furent un enchaînement de confrontations. Émilie, déterminée à affronter sa propre famille, décida d'aller en Normandie pour annoncer la nouvelle. Claire insista pour l'accompagner, voyant cela comme un test de leur engagement. Le voyage en train fut tendu, elles parlèrent peu. Chacune perdue dans ses pensées. Arrivée à la ferme familiale, un bâtiment ancien entouré de champs verdoyants, elles furent accueillies par le père d'Émilie, un homme buriné par les années de labeur, et sa mère, une femme pieuse aux manières strictes. Le dîner se déroula dans une atmosphère lourde. Émilie prit son courage à deux mains. Papa. Maman. Je suis avec Claire. Nous nous aimons. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Le père se leva brusquement, le visage rouge de colère. C'est contre nature. Tu nous fais honte, cria-t-il. La mère pleura, invoquant la Bible et les valeurs familiales. Claire tenta d'intervenir, expliquant calmement leur relation. Mais elle fut coupée net, « Vous corrompez ma fille. » Émilie défendit leur amour avec passion, rappelant comment elle avait toujours été différente. Mais le père la chassa de la maison, lui disant de ne revenir que quand elle aurait retrouvé la raison. De retour à Paris, Émilie s'effondra. « J'ai perdu ma famille pour toi, » murmura-t-elle à Claire. Celle-ci, rongée par la culpabilité, promit de tout arranger. Mais intérieurement, elle se questionnait, valait-il mieux renoncer pour préserver la paix? Leur relation, autrefois source de joie, devenait un champ de bataille. Émilie commença à s'isoler, passant des heures à travailler seule, évitant les discussions profondes. Au travail, Claire fit face à ses propres démons. Son patron, un homme conservateur, la convoqua après avoir vu la photo en ligne. « Votre vie privée affecte l'image du cabinet, dit-il. Des clients se plaignent. » Claire argumenta pour ses droits, citant les lois antidiscrimination. Mais elle sentit sa position fragilisée. Elle envisagea de démissionner. Mais cela signifiait sacrifier sa carrière durement construite. Émilie, apprenant cela, se sentit responsable, peut-être qu'on devrait faire une pause. La proposition blessa Claire profondément. Elles se disputèrent violemment ce soir-là. « Tu m'abandonnes au premier obstacle », accusa Claire. Émilie rétorqua, « Je t'aime. Mais je ne veux pas te détruire. » La nuit se termina en larmes. Mais le lendemain, elles décidèrent de persévérer. Pour se changer les idées, elles rejoignirent un groupe de soutien LGBT à Paris, où elles rencontrèrent d'autres couples affrontant des luttes similaires. Cela leur donna de l'espoir, mais aussi une dose de réalité. Beaucoup avaient perdu des proches, des emplois. Puis vint la trahison inattendue. Une amie commune, jalouse de leur lien, répandit des rumeurs exagérées sur les réseaux. Soudain, Claire reçut des messages hostiles de anciens collègues, et Émilie fut harcelée en ligne. Pire, le frère d'Émilie contacta Claire directement, « Laisse ma sœur tranquille. Tu l'amènes à la ruine. » Claire, furieuse, confronta l'amie, qui avoua son acte par envie. Cela renforça leur lien, mais creusa la méfiance envers l'entourage. Émilie, cherchant à se reconstruire, proposa un voyage à Lyon pour visiter une tante progressiste. Claire accepta, espérant un répit. Là-bas, la tante les accueillit chaleureusement, partageant son propre coming-out tardif. Le prix est élevé, mais la liberté en vaut la peine, dit-elle. Inspirées, elles rentrèrent plus fortes. Mais à Paris, une nouvelle épreuve les attendait, la mère de Claire, après des semaines de silence, envoya une lettre. « Je t'aime. Mais je ne peux accepter cela. Choisis, ta phase ou ta famille. » Claire fut déchirée. Elle passa des nuits blanches, pesant le pour et le contre. Émilie, sentant son hésitation, la pressa, « Ne me laisse pas tomber maintenant. » Finalement, Claire répondit à sa mère par un appel, « C'est qui je suis. J'espère que tu l'accepteras un jour. » La réponse fut un silence glacial,
suivi d'un adieu. Claire pleura des heures, mais Émilie la soutint, renforçant leur couple. Pourtant, les dommages étaient profonds. Émilie commença à douter de sa propre identité, se demandant si elle n'avait pas forcé Claire dans cette voie. Claire, de son côté, luttait contre la colère envers la société. Elles assistèrent à une manifestation pour les droits LGBT place de la République, criant des slogans avec la foule. Cela leur donna un sentiment d'appartenance, mais aussi une fatigue émotionnelle. Un soir, après une dispute mineure sur des détails quotidiens, Émilie avoua, parfois. Je regrette d'avoir tout avoué. Claire, choquée, répondit, moi aussi. Mais je t'aime trop pour reculer. Elles se réconcilièrent, mais la tension persistait, comme une bombe à retardement. À mesure que les mois passaient, leur relation évoluait vers une maturité forcée. Elles emménagèrent ensemble dans un appartement plus grand, symbolisant leur engagement. Mais les cicatrices des rejets familiaux restaient vives, et chaque appel manqué d'un parent ravivait la douleur. Le point de non-retour arriva lors d'un événement inattendu. Claire fut promue au cabinet, mais avec une condition implicite, discrétion sur sa vie privée. Elle accepta, se convainquant que c'était temporaire. Émilie, apprenant cela, se sentit trahie. Tu caches notre amour pour une promotion? La dispute escalada, Émilie accusant Claire de prioriser sa carrière sur elle. Claire rétorqua que c'était pour leur stabilité financière. Elles passèrent la nuit séparées, Émilie dormant sur le canapé. Le lendemain, Émilie reçut une offre d'emploi à Marseille, loin de Paris. C'était une opportunité en or pour sa carrière de graphiste, mais cela signifiait une relation à distance. Elle en parla à Claire, qui paniqua. Tu fuis? Émilie nia. Mais au fond, elle voyait cela comme une échappatoire aux pressions constantes. Elles débattirent des heures, pesant les sacrifices. Finalement, Émilie décida d'accepter, promettant des visites régulières. Claire, blessée, accepta à contre-cœur, sentant un fossé s'ouvrir. Les mois de séparation furent un test cruel. Claire, seule à Paris, affronta la solitude en se plongeant dans le travail. Elle renoua timidement avec sa mère, qui accepta des rencontres neutres sans mentionner Émilie. Cela procura un soulagement, mais aussi une culpabilité. Émilie, à Marseille, trouva une communauté LGBT plus accueillante, mais manqua cruellement de Claire. Elle se voyait les week-ends, mais les retrouvailles étaient teintées de reproches accumulés. Puis vint la tentation. À une soirée professionnelle, Claire rencontra Sophie, une collègue ouvertement lesbienne et confiante. Sophie flirta subtilement, offrant une oreille attentive aux plaintes de Claire. Pour la première fois, Claire envisagea une infidélité émotionnelle, se sentant négligée par Émilie. Elle confia ses doutes à Sophie, qui l'encouragea. Tu mérites quelqu'un qui te priorise. Claire rentra chez elle, confuse, et appela Émilie pour avouer la rencontre. Émilie, jalouse, explosa. Tu me trompes déjà dans ta tête. La crise les força à une confrontation majeure lors d'un week-end à mi-chemin, à Lyon. Assises dans un parc, elles vidèrent leurs sacs. Émilie admit avoir flirté avec une amie à Marseille,
par solitude. Claire pleura, se sentant trahie. On se fait du mal, dit-elle. Elles envisagèrent la rupture, mais l'amour les retint. Elles décidèrent de tout recommencer. Émilie reviendrait à Paris, quittant son job. De retour ensemble, elles cherchèrent du soutien professionnel. Elles consultèrent une thérapeute spécialisée en couple LGBT, qui les aida à explorer leur trauma. Les sessions révélèrent des blessures profondes, l'enfance répressive de Claire, le rejet scolaire d'Émilie. Elles apprirent à communiquer mieux, mais chaque progrès coûtait des larmes. La société continuait de peser. Lors d'une fête familiale chez des cousins de Claire, elles furent invitées séparément. Claire y alla seule, évitant le scandale, ce qui blessa Émilie. « Tu me caches encore » accusa-t-elle. Claire promit de changer. Et pour prouver son engagement, elle organisa une rencontre avec sa mère, forçant la confrontation. Madame Dupont arriva, tendue. Émilie parla avec respect, expliquant leur amour. La mère écouta, mais partit sans un mot d'acceptation. Plus tard, elle envoya un message, « J'essaie de comprendre. » C'était un petit pas, mais suffisant pour espérer. Émilie, motivée, contacta son père. Il refusa de parler, mais son frère servit d'intermédiaire, transmettant un message, « Donne-lui du temps. » Les familles restaient divisées, mais les fissures se comblaient lentement. Pourtant, une nouvelle épreuve surgit. Claire perdit un client majeur à cause de préjugés, impactant ses finances. Elle blâma indirectement leur relation, menant à une autre dispute. Émilie, frustrée, suggéra une pause, peut-être qu'on a besoin d'espace. Claire refusa, craignant la fin. Elles traversèrent cette tempête en s'engageant dans l'activisme. Elles rejoignirent une association pour les droits des LGBT, organisant des événements. Cela leur donna un but commun, transformant leur douleur en action. Mais le coût émotionnel était élevé, Émilie souffrit d'anxiété, Claire de dépression passagère. Un soir, après un événement réussi, elles rentrèrent épuisées mais unies. On a payé cher. Mais on est plus forte, dit Émilie. Claire acquiesça. Mais au fond, elle se demandait si les sacrifices en valaient vraiment la peine. La culmination des tensions arriva avec un événement dramatique. Émilie reçut un appel de l'hôpital, son père avait eu un accident à la ferme. Elle partit en urgence. Claire à ses côtés. À l'hôpital de Caen, elles trouvèrent la famille réunie. Le père, affaibli, vit Émilie avec Claire et murmura, « Pas elle ici. » La mère intervint, « Laisse-la. C'est ta fille. » Pour la première fois, un soupçon d'acceptation émergea dans la crise. Émilie passa des jours au chevet de son père, confrontant les vieux griefs. Il avoua finalement, « J'ai peur pour toi. » Dans ce monde, Émilie pleura, expliquant que son amour pour Claire était sa force. Le père n'accepta pas pleinement, mais promit d'essayer. Claire, restée en retrait, admira le courage d'Émilie, mais ressentit une jalousie fugace pour cette famille en reconstruction. De retour à Paris, cette épreuve les rapprocha. Elles décidèrent de se marier civilement, comme un acte de défiance. La préparation fut intense, choix de témoins,
Invitation sélective. La mère de Claire refusa d'assister, mais envoya un cadeau, un signe ambigu. La famille d'Émilie envoya un message de soutien tiède. Le jour du mariage, dans une mairie du centre de Paris, fut émouvant. Entourées d'amis fidèles, elles échangèrent des vœux sincères. « Je choisis toi. » Malgré tout, dit Claire. Émilie répondit, « Et je paierai n'importe quel prix. » La cérémonie se termina en joie. Mais avec une ombre, des manifestants anti-mariage gay dehors, rappelant les préjugés persistants. Après le mariage, la vie sembla s'apaiser. Elles voyagèrent en lune de miel en Provence, profitant de moments intimes loin du tumulte. Mais la réalité reprit vite. Claire fut rétrogradée au travail, prétexte d'une restructuration, mais elle soupçonna du discrimination. Elle porta plainte, engageant un combat légal épuisant. Émilie, soutenant Claire, négligea son propre bien-être. Elle développa des symptômes de burn-out, passant des nuits blanches. Claire, absorbée par son procès, ne le remarqua pas immédiatement. Quand elle le fit, ce fut trop tard. Émilie eut une crise d'angoisse sévère, nécessitant une hospitalisation brève. Cela fut un réveil pour Claire. Elle réalisa combien leur relation avait coûté à Émilie. « J'aurais dû te protéger plus, dit-elle. Émilie répondit, « On se protège mutuellement. » Elles ajustèrent leur vie, moins d'activisme, plus de temps pour elles. Pourtant, une ultime trahison surgit. Sophie, l'ancienne collègue, contacta Émilie anonymement, envoyant des preuves fabriquées d'une infidélité de Claire. Émilie, douteuse, confronta Claire. Celle-ci nia, prouvant la falsification. Elles traquèrent Sophie, qui avoua par vengeance après un rejet. Cela renforça leur confiance, mais laissa des cicatrices. Les familles évoluèrent lentement. La mère de Claire assista à un dîner, discutant poliment avec Émilie. Le père d'Émilie envoya une carte d'anniversaire commune. Ces petits gestes étaient des victoires chèrement acquises. Claire gagna son procès, obtenant des dommages et une promotion. Cela valida leur lutte, mais le processus les avait usées. Elles envisagèrent l'adoption, mais décidèrent d'attendre, conscientes des défis pour un couple lesbien. Au fil du temps, leur amour mûrit en une résilience profonde. Elles écrivirent un blog anonyme sur leurs expériences, aidant d'autres. Mais chaque succès rappelait les pertes, amis perdus, carrière freinée, santé mentale fragilisée. Un soir, assise sur leur balcon donnant sur la Seine, Émilie posa la question, « Referais-tu tout ?» Claire hésita, « Oui. Pour toi. » Mais intérieurement, elle pesait les coups. Les années passèrent, marquant leur relation de haut et de bas. Claire et Émilie devinrent des figures discrètes dans la communauté LGBT parisienne, conseillant des jeunes en difficulté. Leur mariage tenait, mais les échos des anciens conflits ressurgissaient parfois. Lors d'une réunion familiale pour l'anniversaire de la mère de Claire, une remarque maladroite raviva les tensions, « Quand auras-tu des enfants normaux ?» Claire défendit leur choix, mais rentra épuisée. Émilie, de son côté, publia un livre graphique sur les luttes lesbiennes, inspiré de leur histoire. Il reçut des critiques positives,
mais aussi des attaques homophobes en ligne. Cela la renforça, mais la fatigua. Claire, promue associée, gérait des cas de discrimination, transformant sa douleur en vocation. Pourtant, un doute persistant grandit. Émilie confia à une amie, parfois. Je me demande si on n'aurait pas été plus heureuse en restant cachée. L'amie rapporta cela à Claire, menant à une confrontation finale. Tu regrettes, nous, demanda Claire. Émilie nia. Mais admis, le prix a été si élevé, famille brisée. Amis perdus. Santé mentale ébranlée. Elles passèrent des semaines en thérapie, disséquant leur choix. Claire avoua avoir sacrifié une partie d'elle pour plaire à la société avant. Et maintenant pour leur couple. Émilie révéla avoir forcé son coming out par peur de la solitude. Elles réalisèrent que leur décision, bien qu'aimante, avait été imprégnée d'égoïsme et de peur. Un tournant vint quand elles adoptèrent un chat, symbole d'une famille choisie. Cela apporta de la joie, mais souligna l'absence d'enfants, un choix dicté par les peurs sociétales. Lors d'une conférence, Émilie parla publiquement, notre amour a coûté cher. Mais il a éveillé des consciences. Claire, dans le public, pleura de fierté. Mais la vie réservait une dernière épreuve. La mère de Claire tomba malade, forçant une réconciliation. À l'hôpital, elle murmura, j'aurais dû t'accepter plus tôt. Émilie était là, tenant la main de Claire. Le père d'Émilie, de son côté, invita le couple à la ferme pour Noël. Un geste inattendu. Ces guérisons tardives apportèrent la paix, mais aussi des regrets sur le temps perdu. Claire et Émilie, maintenant dans la trentaine avancée, regardèrent en arrière, les confrontations, les trahisons, les sacrifices. Elles avaient gagné leur liberté. Mais à quel prix? Assises dans leur appartement, un soir d'hiver, elles trinquèrent à leur résilience. On a survécu, dit Émilie. Claire sourit, et on a changé des vies. Pourtant, la question persistait, leur choix était-il juste? Ou des erreurs coûteuses masquées par l'amour? Était-il moral de prioriser leur bonheur personnel au détriment des liens familiaux et sociétaux? Ou le vrai tort était-il dans les préjugés qui les avaient forcés à choisir?